Nouveau numéro de l'échiquier international, bienvenue. L'opération spéciale russe en Ukraine entame son 17e mois d'entrée en action. On a parfois l'impression que la situation sur le terrain entre les belligérants plaiderait plus pour le statu quo. Mais est-ce que ce statu quo a la même portée pour tous les militaires russes et les Ukrainiens qui sont sur place, à l'instar par exemple de la production des munitions? Le temps commence à peser sur le rythme d'ailleurs des fabrications des obus du côté ukrainien ainsi que pour les alliés occidentaux, tandis que du côté de Moscou, on augmente la cadence. Cette semaine par exemple, les autorités russes ont d'ailleurs affirmé par le biais du ministre de la Défense Sergueï Shoigu qu'on allait produire chaque mois autant de munitions que pour l'ensemble de l'année 2022 et avoir ainsi également accéléré la fabrication d'armements militaires. Mais justement, n'est-on pas là en présence d'une stratégie de l'attrition, de l'usure à l'endroit du rival ukrainien, à savoir le pousser, lui et ses alliés, jusqu'au bout de leurs ressources pour provoquer ainsi une rupture d'équilibre? N'est-on pas en train de prolonger le conflit pour épuiser l'ennemi, le désubstantialiser? C'est ce qu'on nomme, ou ce que certains nommeraient, comme les historiens militaires ou autres spécialistes, l'art opératif. Et on verra justement si celui-ci se décline à travers le théâtre des opérations en Ukraine dans quelques secondes. La stratégie militaire russe en Ukraine entrera probablement dans les annales de l'histoire comme un modèle du genre, une phrase tranchée, osée même, qui ne manque pas de panache et qui va à l'encontre de la doxa ambiante, notamment occidentale, qui consisterait à dire que le théâtre ukrainien enliserait l'armée russe, un propos étonnant dont l'auteur est d'ailleurs notre invité du jour, le spécialiste en stratégie militaire. Il est suisse et j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Wicht. Bonsoir monsieur. Bonsoir, merci de m'accueillir à votre émission. C'est un plaisir monsieur. Alors Bernard Wicht, brièvement et ensuite on tentera d'affiner tout au long de notre entretien le propos. En quoi l'opération russe en Ukraine est-elle un modèle du genre? Alors c'est un modèle du genre sous plusieurs aspects. C'est-à-dire que on a affaire à un territoire immense. Le front actuel fait 1500 kilomètres. Alors, comme je dis toujours, à l'image de l'Europe occidentale, qui est quand même un espace restreint, c'est une surface considérable. Et dans cette surface considérable, les Russes ont d'abord lancé une opération à 1 contre 3. Qui est tout à fait inhabituel. En général, on dit que celui qui lance l'attaque doit avoir une supériorité de 3 à 5 contre 1. Or là, c'est l'inverse. Ils ont lancé l'opération en février l'année dernière à 1 contre 3. Donc ça, c'est un premier exemple qui est assez remarquable et qui doit être pris en considération. Le deuxième, c'est que l'objectif réel avoué par Vladimir Poutine en janvier l'année dernière, donc en janvier 2022, devant le think tank russe Valdai, était que, au fond, si le scénario guerre était plausible pour la Russie face à la situation actuelle, le but de la guerre n'était pas un but immédiatement militaire sur le terrain, mais un but vraiment politique en vue de déstabiliser le système économique occidental. On va en parler. Justement, on va en parler plus en profondeur tout au long de notre entretien. Mais avant, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur la production de munitions qui risque d'augmenter, ou qui va augmenter officiellement, selon en tout cas les dires du ministre de la Défense russe, Sergueï Shoigu. Et justement, selon les médias américains comme le Washington Post et le conseiller de la présidence ukrainienne, Mikhailo Podolyak, Kiev tirerait en moyenne par jour 4000 obus d'artillerie, alors que les Russes utiliseraient 40 000 obus. Pour tenter de mieux cerner cette donnée, les Américains en Irak ou en Afghanistan tiraient 400 obus jour. Donc à travers ces données, à travers ce comparatif, on voit que les potentialités russes en termes de production d'armement ont de la marge, alors que du côté ukrainien, on montrerait des signes de fatigue.
Alors, je pense que votre analyse est tout à fait exacte, c'est que l'industrie russe d'armement et de production de munitions tourne à plein régime, et de ce côté-là, ils n'ont pas de soucis d'approvisionnement. En revanche, les Ukrainiens ont déjà pas vraiment de production propre de munitions, et ils ont un double problème, c'est qu'ils ont hérité de toute une panoplie d'armes, surtout dans le domaine de l'artillerie, qui sont au calibre soviétique, donc avec des munitions propres à ces armes, et que l'OTAN leur livre des armes au calibre occidental, et les deux ne sont pas compatibles. Donc, effectivement, ils ont un gros problème. Et à l'heure actuelle, hors de la Russie, on ne produit plus de munitions d'artillerie pour les anciens calibres soviétiques. Donc là, ils ont un vrai problème. Ils ont un vrai problème. Et puis, du côté occidental, on leur a livré un certain nombre de pièces au calibre OTAN, mais les réserves de munitions sont relativement modestes. Justement, on dit que les Américains auraient pioché dans leur stock ou même demandé de l'aide de l'armée sioniste ou même des Coréens. Donc les capacités occidentales arrivent-elles au bout? On peut poser la question autrement. L'Occident a peut-être perdu l'habitude de se coltiner de vraies grandes puissances militaires aussi. Alors, ce que vous dites est vrai, c'est que les entreprises occidentales n'ont plus le rythme de production qui serait propre à une guerre de grande envergure. Elles ont des rythmes de production de type commercial, c'est-à-dire lorsqu'on a un carnet de commandes bien rempli, alors on met en route la chaîne de production. Et sinon, on ne le fait pas parce qu'on est dans une logique commerciale, et si on mettait en route la chaîne de production pour un nombre limité d'obus ou d'armes, eh bien, le coût augmenterait de manière très importante. Et donc, c'est ce qu'on voit. Il y a eu un exemple tout à fait intéressant, c'est que le Danemark a donné ses obusiers César qu'il avait achetés à la France, ses obusiers sur camion à calibre 155 mm. Il a pratiquement donné toute sa dotation. Et ensuite, lorsqu'il a voulu en racheter, bien évidemment, l'entreprise française ne les produit pas à la chaîne comme dans une situation de guerre. Donc, pour pouvoir obtenir quand même un certain remplacement de ces pièces d'artillerie, il a dû se tourner vers l'Israélien Elbit en lui disant bon, vous avez peut-être des pièces qui sont toutes prêtes qu'on pourrait acheter sur étagère. Donc cet exemple qui est modeste parce que le Danemark n'est pas une grande puissance, mais montre bien que les usines occidentales ne fonctionnent plus selon un système de guerre de haute intensité, mais selon un système de commercial. Bernard Wicht, le carnet de commandes est plein. Bernard Wicht, justement, c'est pour ça qu'on voit l'apparition sur le théâtre des opérations ukrainiennes, le drone, parce que le drone est moins cher comparé aux avions militaires. Il est plus facile à manier et on peut en produire en série. Alors, le drone ne remplace pas l'artillerie, hein, ça c'est clair. Un obus d'artillerie reste quand même bien moins cher qu'un drone. En revanche, où vous avez tout à fait raison, c'est que, d'ailleurs on le voit du côté russe depuis pratiquement l'été dernier, donc l'été 2022, l'aviation russe n'est plus très présente sur le champ de bataille, alors qu'elle n'a rien à craindre. La supériorité aérienne, la défense antiaérienne ukrainienne n'est pas très performante. Donc, on pourrait s'attendre à une aviation russe qui se déploie massivement. Non, les Russes ont fait appel aux drones, notamment, ils ont acheté des drones tout à fait, on va dire, bon marché à l'Iran, et c'est le drone qui supplée le travail de l'aviation. Et là, effectivement, il y a une économie d'échelle qui est considérable, parce que
le drone coûte bien moins cher. Pensons qu'un avion à réaction, que ce soit un avion occidental, un avion russe, pour 1 heure de vol, il y a 1 heure d'entretien au sol. Et que le pilote, il faut aussi le former, et ce n'est pas très bon marché. En revanche, un drone, vous pouvez en envoyer, et c'est une arme de saturation. Donc, lorsque on entend dire d'un côté ou de l'autre, que ce soit du côté russe, que ce soit du côté ukrainien, on a abattu 2 drones, on a abattu 5 drones, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est une arme qui est utilisée en masse, en saturation. Donc, sur un objectif, vous allez tirer une dizaine, voire une vingtaine de drones. Si l'adversaire en intercepte 5 ou 6, vous avez toujours tout le reste qui va arriver sur l'objectif. Alors Bernard, voilà. Alors Bernard, oui, je vous ai surtout invité pour parler du fameux art opératif russe. En tout cas, c'est ce que vous dites quand vous observez les opérations en Ukraine. Donc cet art opératif, je schématise, on considérerait l'adversaire comme étant un système qu'on pousserait à la désarticulation pour finir à le faire effondrer, si vous voulez. Donc, c'est ce que vous pensez, ce que d'ailleurs observe un autre conseiller du Pentagone, ou un ancien conseiller du Pentagone, un certain colonel américain qui s'appelle Douglas MacGregor, sur les opérations, par exemple, de Bakhmout, qui voit, lui, un coup de maître de l'art opératif russe. Oui, absolument, parce que l'art opératif, l'art opératif, pour le dire simplement, il ne vise pas la victoire en une bataille ou en 2 batailles. Parce qu'il vise l'effondrement de l'adversaire en tant que système. Or, on a vu ça, par exemple, le Bakhmout, ça a été vraiment si je peux utiliser cette expression qui est dramatique par rapport à la situation humaine, c'était un aspirateur à effectifs ukrainiens. Typiquement, on n'a pas fermé les routes qui permettaient aux Ukrainiens d'envoyer des renforts dans Bakhmout. Donc le but était clairement de les épuiser dans ce combat. C'est aussi pour ça que du côté russe, on avait la société militaire privée Wagner plutôt que l'armée régulière. Et donc, l'approche opérative russe, c'est une approche d'ensemble. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'adversaire s'effondre? À partir du moment où je n'ai pas la possibilité de faire la paix, puisque en ce moment tout est bloqué, alors je vais l'épuiser. Je vais l'épuiser dans des attaques où je lui laisse l'espoir qu'il va pouvoir gagner du terrain. Mais en fait, c'est pas ce qui se passe, c'est que l'adversaire s'épuise, l'adversaire épuise ses ressources, ses effectifs, épuise son matériel et épuise ses munitions. Toujours dans l'idée que l'important, c'est pas de savoir si j'ai gagné 10 km de terrain ou si j'en ai perdu 10. L'important, c'est de savoir est-ce que par rapport à son système, j'ai vraiment atteint le cœur du système de l'adversaire et je l'ai amené à s'effondrer. Voilà. Or, il faut bien dire que là, les Russes maîtrisent la situation de manière assez impressionnante. Alors, du côté ukrainien, on a un président qui se nomme Volodymyr Zelensky qui ne cesse de repousser sa contre-offensive ukrainienne face aux Russes. Il y a beaucoup de communication de ce côté ukrainien, alors que du côté russe, le président Poutine est taiseux sur les combats, même pendant l'épisode de l'encartade de Prigoujine. Poutine a dit seulement que l'armée ukrainienne subissait une hémorragie. Alors, c'est assez intéressant, c'est que depuis le début de la guerre, on a du côté ukrainien on va dire presque des communiqués de presse, des communiqués de victoire en rafale, et que du côté russe, on est très discret. Alors, ça demande vraiment à toujours réanalyser la situation en fonction de ce qu'on sait, de la stratégie et de l'art de la guerre.
Or, l'hémorragie des effectifs ukrainiens, elle ne date pas de la contre-offensive qui s'est déclenchée il y a environ 6 à 8 semaines. Elle date déjà de mai l'année dernière, lorsque quelques interventions de hauts responsables ukrainiens sur des chaînes françaises ont dit, mais nous perdons 5 à 600 hommes par jour, 5 à 600 hommes tués ou blessés par jour parce que les Russes ont une artillerie qui nous surclasse à 10 contre 1. Donc là aussi, on voit que l'art opératif, c'est j'utilise le feu et pourquoi est-ce que je me lancerais dans une bataille alors que je peux épuiser mon adversaire. Et donc, si vous pensez 5 à 600 hommes par jour, c'est l'effectif d'un bataillon. C'est l'effectif d'un bataillon. Donc, voilà. N'empêche, on a beaucoup critiqué cette armée russe au début de ce conflit en Ukraine. On a parlé de sa lenteur, de ses problèmes logistiques. Mais il semblerait qu'il y ait un point commun entre l'armée russe et l'armée soviétique durant la Première Guerre mondiale. C'est une armée, semble-t-il, qui débute mal les conflits, mais qui les finit avec succès. Alors là, je suis un peu en désaccord avec vous. Allez-y alors, je vous en prie. On a dès le départ, enfin pratiquement 3 ou 4 jours après le début de la guerre, on a eu toute une série de narratifs. Alors oui, les Russes ne sont pas prêts et ils se heurtent à une résistance extrêmement difficile, etc., extrêmement solide, et ils encaissent des pertes, etc. On a eu ensuite un autre narratif qui disait voilà, les Russes commettent des crimes de guerre, etc. Mais en fait, lorsqu'on analyse l'ensemble, on voit que les Russes ont pratiqué ce qu'on appelle un peu la mystification. Ils ont d'abord lancé une opération sur Kiev, donc forçant l'armée ukrainienne à se concentrer pour la défense de Kiev. Mais il faut bien voir, avec un corps de bataille russe de 200 000 hommes, c'est absolument pas envisageable de vouloir s'engager dans la conquête d'une ville comme Kiev. Donc ça, ils le savent très bien. Donc ils ont réussi une première mystification, ils ont réussi une deuxième mystification, avec la même chose avec Kharkov. C'est pas les zones qu'ils visent, parce que ce sont des zones qui ne sont pas russophiles. C'est des zones dans lesquelles ils auraient énormément de problèmes à se maintenir si jamais ils les occupaient. Eux, ça ne les intéresse pas d'occuper un territoire dans lequel toute la population leur est hostile. En revanche, vous lancez des opérations militaires sur les 2 principales villes du pays, vous êtes sûr qu'en face, ils doivent réagir et ils doivent se concentrer là pour défendre. Et pendant ce temps, vous avez les coudées franches pour vous occuper de la vraie région qui vous intéresse, c'est-à-dire les 2 républiques autonomes du Donbass et la région de Mariupol, qui est aussi russophile, qui est en plus un bassin industriel important avec cette immense aciérie Azovstal, une des principales aciéries dans la Grande Europe. Donc voilà. C'est quand même un conflit particulier du côté russe, puisque c'est une sorte de guerre de nouvelle génération, puisque les Russes alliaient à la fois les unités conventionnelles, mais aussi des unités tchétchènes, des mercenaires Wagner. On utilise aussi la guerre par proxy. Comment les Russes arrivent à conjuguer des unités militaires avec des cultures si différentes ? Alors ça, je dirais que c'est un exploit. Et je ne peux pas expliquer comment, mais c'est un exploit. Parce que l'utilisation de mercenaires n'est pas propre aux Russes. Hein. Les États-Unis l'ont fait abondamment en Irak à partir après la chute du régime de Saddam Hussein, après 2003. Le deuxième contingent sur place, c'était les mercenaires, mais qui étaient utilisés dans des tâches annexes. Mais là, on a vraiment une armée de mercenaires Wagner et des milices tchétchènes qui sont
totalement intégré dans les forces combattantes russes. Et là, ça nous montre aussi qu'on a un travail d'état-major au niveau russe qui est tout à fait remarquable. Alors, ce qui, moi, m'a quand même un peu fait sourire, c'est qu'on a dit, ah oui, attention, mais au niveau des sous-officiers, des chefs d'escouade, les Russes ont encore des faiblesses. Oui, bon, mais c'est pas là que se décide le combat. En revanche, être capable d'intégrer dans une armée régulière, disciplinée, une armée privée, Wagner, et des milices qui sont rattachées on va dire, à une communauté ethnique, ce qui est la Tchétchénie. Et là, il y a vraiment un savoir-faire remarquable. Alors, Monsieur Wicht, justement, le temps est en train de filer malheureusement. Je voulais encore qu'on parle de l'histoire militaire russe et de l'art opératif soviétique qu'on observe lors de la bataille de Khalkhin Gol en 1939, où la puissante armée japonaise a été anéantie en quelques jours, et on trouve l'apogée de cet art lors de la bataille de Bagration pendant la Seconde Guerre mondiale contre la Wehrmacht. Alors Bagration, qui est un général qui lui-même s'est retrouvé en guerre contre Napoléon en 1812. Cela prouve qu'il y a une filiation peut-être entre l'armée tsariste, l'armée soviétique et l'armée russe d'aujourd'hui. Il y a une vraie culture militaire russe. Oui, totalement. Et cette culture militaire, elle s'intéresse peu à l'espace, parce qu'elle sait qu'il y a un immense espace qu'elle peut toujours, au fond, utiliser pour négocier du temps. Et Bagration, c'est ce qu'il va faire. Bagration, il ne va jamais gagner une bataille face à Napoléon. En revanche, il va la tirer suffisamment loin jusqu'à Moscou, de façon à ce que quand l'armée de Napoléon, la grande armée, arrive dans Moscou, elle est exsangue. Et donc, Bagration a gagné. Mais pour ça, il a cédé un territoire immense. Et chez les Russes, le territoire ne joue pas du tout le même rôle que pour un stratège d'Europe occidentale où le territoire est restreint, où on ne peut pas se permettre de lâcher des kilomètres. En Russie, on peut se permettre de lâcher des kilomètres parce qu'on sait qu'on va pouvoir les reprendre après. Et que le but, c'est de fatiguer l'adversaire, de l'user. Et une fois qu'il sera vraiment usé, alors on va pouvoir passer à la contre-offensive. Et c'est ce que vous citez, l'opération Bagration, c'est la grande offensive soviétique qui va amener, au fond, les soviétiques sur le glacis de Berlin. Alors revenons à l'actualité immédiate. Aux États-Unis, on est sur le point d'entamer la pré-campagne des présidentielles. Joe Biden a prévenu qu'il comptait se présenter pour un nouveau ticket. Il serait alourdissant pour les démocrates de s'embarquer dans la campagne avec le dossier du conflit ukrainien, sauf que les Américains souhaiteraient aussi sortir la tête haute de ce conflit. On est en présence d'un dilemme. Oui, et le dilemme, enfin, il est surtout pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas... je pense que maintenant, ils commencent à comprendre qu'ils ne gagneront jamais cette guerre, que l'Ukraine ne la gagnera jamais. Et la question qui se pose, c'est comment sortir la tête haute. On ne peut pas aller dire aux Russes, voilà, maintenant on s'est trompé, on s'est cassé la figure, allez, on négocie un cessez-le-feu. Donc il faut pouvoir sortir de ce conflit la tête haute. Et ça, je pense que c'est la grande question qu'il faudra observer à partir de maintenant et jusqu'à la fin de cette année. Bernard Wicht, est-ce que vous pensez qu'avec Trump, les Américains auraient été aussi impliqués dans ce conflit? Non. Et j'avais dit, parce que Donald Trump est, alors on peut lui faire tous les reproches qu'on veut, etc. Si j'étais citoyen américain, je ne sais pas si j'aurais voté pour lui, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est l'Amérique, c'est-à-dire la société américaine. Et quand il dit America First, c'est société américaine, je veux la remonter, lui redonner un peu de pouvoir d'achat, un peu de dynamisme économique, etc., etc. Et donc, politique réindustrielle. Voilà, politique industrielle, etc. Mais donc les conflits extérieurs, ça ne l'intéresse pas, même comme c'est un homme qui est, on le qualifie de populiste, moi je le qualifierais de populaire, c'est-à-dire qu'il a le souci de ses concitoyens,
Et il sait bien que se lancer dans une guerre à un moment donné, c'est les concitoyens qu'on va envoyer au casse-pipe. Alors rapidement, Bernard Wisch, parce qu'on arrive justement à la fin, malheureusement à la fin de notre rendez-vous, jusqu'à quand se prolongerait ce conflit selon vous? Alors, écoutez, la question du temps, c'est toujours celle qui est la plus difficile à évaluer. À trancher, oui. On peut évaluer les mécanismes, on peut évaluer les forces en présence, on peut faire une analyse de l'art opératif, etc. Mais jusqu'à quand ça peut durer? Certains disent que ça peut encore durer 6 ans. Et je pense que c'est pas impossible que cette guerre se prolonge encore, parce que les Russes n'ont pas envie de se lancer dans une invasion de l'Ukraine qui ne leur rapporterait rien. Du côté de l'OTAN, perdre, c'est quand même quelque chose, c'est une chose très grave. Et donc, à partir du moment où on a choisi l'Ukraine comme, on va dire, comme armée capable de faire la guerre par procuration, ça peut encore durer relativement longtemps. Merci beaucoup, monsieur. Oui, ça sera tout pour notre rendez-vous de ce soir. Merci d'avoir été des nôtres et merci pour vos explications. Je rappelle que vous êtes spécialiste de stratégie militaire et auteur. L'échiquier international est maintenant terminé et à très vite pour d'autres numéros. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News.